Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le 5e épisode de notre première saison, ce qui nous empêche réellement d'avancer. Dans notre précédent épisode, nous avons brisé ensemble l'illusion du moment parfait. Nous avons compris qu'attendre que tous les feux de notre existence passent au vert est une impossibilité statistique et qu'il vaut mieux avancer avec des imperfections que stagner dans l'attente. Pourtant, même en sachant cela, même en ayant éliminé le plus de perfectionnisme, même en ayant éliminé le piège du perfectionnisme, nous ressentons parfois une force invisible qui nous retient au sol, une sorte de résistance sourde qui nous empêche d'avancer. Quand on demande aux gens ce qui les empêche de concrétiser leurs projets, les réponses sont presque quasi les mêmes. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas le budget nécessaire. Ce n'est pas le bon contexte économique ou familial. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation inconfortable, mais qui est profondément libératrice. Ces obstacles extérieurs ne sont, dans la majorité des cas, que des écrans de fumée. Ce ne sont pas eux qui nous bloquent. Nous allons identifier ce qui nous empêche réellement d'avancer. Nous allons voir comment notre esprit crée sa propre friction et comment un simple principe de force opposée s'applique de manière spectaculaire à notre psychologie. Installez-vous confortablement. Il est temps de regarder nos véritables chaînes en face pour pouvoir enfin les briser. L'esprit humain est un merveilleux conteur d'histoires. Sa fonction principale est de nous protéger, y compris de notre propre culpabilité. Lorsque nous arrivons, ou lorsque nous n'arrivons même pas à commencer ce projet d'écriture, cette reconversion professionnelle ou cette habitude sportive, notre cerveau, lui, cherche une explication logique et externe pour justifier notre inaction. C'est beaucoup plus confortable pour l'ego de se dire je ne le fais pas parce que je manque de temps, plutôt que de s'avouer je ne le fais pas parce que j'ai une peur panique de l'échec ou du regard des autres. L'écrivain Steven Pressfield appelle cette force invisible la résistance. Il écrit: la résistance est la forme la plus toxique de la planète. Elle est le moteur de plus de misère humaine que la pauvreté ou la maladie. Céder à la résistance déforme notre esprit et nous empêche d'accomplir ce pourquoi nous sommes faits. La résistance ne se manifeste jamais de manière grossière. Elle ne nous dit pas n'agis pas. Elle utilise des voix douces et rationnelles. Elle nous dit par exemple c'est une excellente idée, mais commence plutôt demain, quand tu seras moins fatigué. Ou encore, elle peut éventuellement nous dire tu devrais d'abord faire des recherches supplémentaires pour être sûr de ton coup. Mais le grand empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle nous a légué une clé fondamentale pour percer à jour ce mécanisme dans ses pensées pour moi-même. Il disait ceci: l'obstacle est le chemin. Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient le chemin. Si vous observez attentivement ce qui vous bloque, vous réaliserez que l'obstacle n'est pas une barrière extérieure, mais une boussole intérieure. L'excuse que vous utilisez le plus souvent pour ne pas commencer est précisément l'endroit même où se cache votre plus grande peur, et donc votre plus grand potentiel de croissance. Pour comprendre pourquoi nous n'avançons pas, faisons une analogie simple avec un véhicule. Imaginez votre projet de vie comme une voiture que vous essayez de déplacer. Pour qu'un véhicule avance, deux éléments entrent en ligne de compte: la force du moteur qui le pousse vers l'avant et les résistances qui le retiennent, comme le frottement des pneus sur la route, le vent ou les freins. Votre vitesse de progression dépend de la différence entre ces deux forces. D'un côté, vous avez votre force motrice, votre motivation. Vos objectifs sont clairs.
vos rêves, votre envie profonde de changement. De l'autre côté, vous avez votre force de friction interne, vos peurs conscientes et inconscientes, vos doutes et tous les avantages cachés que vous avez à rester exactement là où vous êtes aujourd'hui, dans votre zone de confort. Lorsque vous vous sentez bloqué, quelle est votre réaction naturelle, votre réaction première? Vous essayez d'appuyer plus fort sur l'accélérateur, espérant dénouer les choses. Vous cherchez à augmenter votre force motrice. Vous regardez donc des vidéos inspirantes, vous lisez des livres de développement personnel, vous vous fixez des objectifs encore plus hauts, encore plus ambitieux. Mais réfléchissez-y un instant. Si votre frein à main est serré au maximum, peu importe la puissance du moteur ou l'énergie que vous injectez dans l'accélérateur, la voiture ne bougera pas de millimètre. Vous allez simplement faire surchauffer votre moteur, user les pièces, consommer votre carburant pour rien et finir par vous épuiser. C'est ce mécanisme qui mène tout droit au découragement, à la fatigue mentale ou au sentiment d'impuissance. La véritable clé pour commencer et avancer ne consiste pas à pousser plus fort. Elle consiste à desserrer le frein à main avant d'accélérer. Vous devez identifier et réduire attentivement vos forces de friction interne. Pour appliquer cette loi du mouvement de votre vie dès aujourd'hui, je vous propose un exercice de diagnostic puissant. Je l'appelle l'exercice du frein à main. Pensez à ce projet qui vous tient à cœur, ce projet que vous n'arrivez pas à démarrer ou à faire avancer depuis des semaines, voire des mois. Prenez une feuille et séparez la feuille en deux colonnes. Dans la colonne de gauche, écrivez votre excuse habituelle, celle que vous servez à vos proches ou à vous-même. Par exemple, vous pouvez avoir cette habitude de vous dire « Je n'ai pas le temps de faire du sport à cause de mes horaires de bureau ». Ou encore, vous pouvez vous dire comme excuse « Je n'ai pas l'argent pour lancer mon activité ». Dans la colonne de droite, nous allons débusquer la friction réelle. Pour cela, posez-vous cette question inconfortable. Si je n'avais aucun problème de temps ou d'argent, qu'est-ce qui me ferait encore peur de démarrer cette activité? Qu'est-ce qui me ferait peur dans cette action? Peut-être réaliserez-vous que la vraie friction, c'est la peur de vous sentir ridicule dans une salle de sport au milieu des personnes qui sont entraînées, ou la peur de ne pas être à la hauteur si votre projet d'activité se concrétisait. La friction réelle, c'est cela. C'est votre frein à main. Une fois que vous avez identifié cette friction, ne la jugez pas. Nommez-la simplement. Car nommer sa peur, c'est déjà commencer à réduire sa force de friction. Ce qui nous empêche réellement d'avancer n'est presque jamais un mur extérieur infranchissable. C'est un mécanisme interne que nous avons le pouvoir de modifier. En acceptant de regarder notre mécanique personnelle et d'identifier nos véritables forces de friction, nous reprenons le contrôle de la situation. Mais une fois que nous avons identifié notre frein à main, comment le desserrer concrètement? Pourquoi notre cerveau s'accroche-t-il désespérément à sa propre inertie, même lorsque nous souffrons d'être immobiles? Nous plongerons dans la biologie de notre zone de confort et nous verrons comment le cerveau préfère parfois un malheur familier à un bonheur inconnu. Je vous propose d'identifier votre frein à main aujourd'hui. Identifiez ce qui vous empêche d'avancer. Identifiez ce qui vous fait encore peur. Osez regarder la vérité en face. Dans l'acte précédent, nous avons fait un constat libérateur. Ce qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas un manque de force motrice. Ce n'est pas que nous manquons de volonté ou d'ambition. C'est que nous essayons d'accélérer sans avoir desserré notre frein à main intérieur. Nous avons vu que la friction invisible, cette fameuse résistance, sabote nos meilleures intentions. Mais aujourd'hui, nous devons nous poser cette question un peu dérangeante. Pourquoi notre esprit s'accroche-t-il si fort à ce frein à main? Pourquoi préférons-nous parfois rester bloqués dans une situation qui nous est inconfortable, comme un travail qui nous éteint,
une routine qui nous épuise, une stagnation qui nous pèse, plutôt que de faire ce premier pas vers l'inconnu, commencer notre activité, reprendre le sport, se lancer dans l'écriture. C'est le paradoxe de la prison ouverte. La porte est grande ouverte, mais nous choisissons de rester dans la cellule. Dans cet acte, nous allons voir que ce comportement n'est pas la folie. C'est une réaction biologique tout à fait logique de notre cerveau. Nous allons explorer comment notre système nerveux confond la sécurité et le bonheur et comment reprogrammer notre esprit pour que l'inconnu cesse d'être une menace. Pour comprendre pourquoi nous refusons d'avancer, il faut d'abord comprendre que notre cerveau n'a pas été conçu pour nous rendre heureux. Son seul et unique rôle, affiné par des millions d'années d'évolution, est de nous maintenir en vie. Pour assurer notre survie, le cerveau utilise donc un principe biologique qui nous est fondamental appelé l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la tendance naturelle d'un organisme à maintenir son état interne stable, constant et prévisible. C'est ce mécanisme qui régule notre température corporelle ou notre rythme cardiaque. Pour votre cerveau, tout changement brusque est une anomalie. Et toute anomalie est une menace potentielle pour votre survie. Le grand écrivain français Anatole France décrivait cette aversion profonde pour le changement avec beaucoup de justesse. Il disait, nous n'aimons pas seulement le changement, nous le redoutons. Tout changement nous déplace, tout déplacement nous blesse. Fin de citation. Lorsque vous décidez de changer de vie, de lancer ce projet, de changer de carrière, votre cerveau ne voit pas une opportunité d'épanouissement. Il voit un déplacement. Il voit un déséquilibre de son homéostasie. Votre situation actuelle, même si elle vous rend profondément malheureux, a un avantage immense aux yeux de votre biologie. Elle vous maintient en vie. Vous la connaissez par cœur. Vous savez comment y survivre. Pour votre cerveau primitif, une routine ennuyeuse mais familière est 1000 fois plus rassurante qu'un avenir radieux mais incertain. L'immobilité est sa zone de sécurité. Et pour y rester, il va déployer tous les subterfuges possibles pour vous convaincre de ne pas bouger. C'est ainsi que s'installe l'un des plus grands pièges de la psychologie humaine. C'est le confort de la souffrance familière. Le psychiatre suisse Carl Jung a écrit une phrase essentielle pour comprendre nos comportements d'autosabotage. Tant que vous n'aurez pas plus rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. L'un de ces schémas inconscients les plus puissants est notre préférence pour ce qui est prévisible, même si c'est douloureux. Prenez l'exemple d'une personne coincée dans un travail toxique. Elle sait exactement à quelle heure elle va souffrir. Elle sait également de quelle manière son manager va lui parler. Et elle sait aussi quelle fatigue elle va endurer, qu'est-ce qu'elle va ressentir le soir quand elle sera de retour chez elle. C'est une souffrance qui est balisée. Une souffrance qui pour elle est mesurable. C'est une souffrance qui est gérable au quotidien. Si elle démissionne pour lancer son entreprise, d'après elle, elle s'expose à une souffrance d'un autre type. L'incertitude de l'avenir, le doute, le risque financier. Cette souffrance-là n'est pas balisée. Elle est invisible. Face à ce choix, le cerveau préfère presque toujours la souffrance connue à l'inconfort inconnu. Il préfère le mauvais prévisible au bon imprévisible. C'est pour cela que nous inventons de fausses excuses pour ne pas avancer. Nous nous disons que ce n'est pas le bon moment, que nous n'avons pas assez de compétences, ou que c'est trop risqué. Mais la vérité est plus simple. Nous craignons simplement de perdre le contrôle. Nous préférons notre inconfort actuel parce qu'au moins nous le maîtrisons. Pour briser ce cercle vicieux et désarmer l'homéostasie de notre cerveau, je vous propose un exercice extrêmement puissant. Nous allons transformer cette peur floue de l'inconnu
en un scénario concret et mesurable. Je vous propose de prendre une feuille de papier et d'y tracer cette fois-ci 3 colonnes. Dans la première colonne, notez la décision ou l'action que vous repoussez depuis pas mal de temps, depuis des semaines ou des mois. Par exemple, demandez une rupture conventionnelle pour lancer votre projet. Dans la deuxième colonne, décrivez le pire scénario catastrophe qui pourrait se produire si vous faisiez ce pas. Soyez extrêmement précis. N'écrivez pas juste « je vais échouer ». Écrivez « je ne vais pas trouver de clients pendant 3 mois. Je vais devoir utiliser mes économies et je vais ressentir de la honte face à mes proches ». Dans la troisième colonne, pour chaque catastrophe listée, écrivez une action concrète pour réparer ou rebondir. Par exemple, si je n'ai pas de clients après 3 mois, je reprendrai un travail à mi-temps alimentaire et je demanderai de l'aide à un mentor. En effectuant cet exercice, vous forcez votre cortex préfrontal à analyser le danger. Vous vous apercevrez presque toujours que le pire scénario n'est pas mortel. Il est inconfortable, certes, mais il est gérable, il est réparable et il est temporaire. En mettant des mots sur l'inconnu, vous le rendez familier, vous le sécurisez. Votre cerveau a confiance. Et en le rendant familier, vous enlevez à votre cerveau sa principale excuse pour vous paralyser. Le cerveau est un merveilleux gardien de notre survie, mais c'est un très mauvais conseiller pour notre épanouissement. Comprendre que votre peur du changement est simplement une réaction biologique de votre corps vous permet de ne plus vous identifier à elle. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez cette hésitation avant de vous lancer, dites-vous simplement, tiens, c'est mon homéostasie qui essaie de me protéger. Souriez et avancez quand même. Mais le piège de l'inertie a d'autres visages. Une fois que nous avons compris notre peur, nous tombons souvent dans un piège très subtil. Le piège de la préparation éternelle. Nous nous mettons à accumuler les livres, les formations, les vidéos, en pensant que nous agissons alors que nous ne faisons que consommer de l'information. Nous verrons comment la recherche excessive d'informations devient notre meilleur alibi pour ne pas faire le premier pas et comment passer enfin de la théorie à la pratique. Faites l'exercice de la peur décortiquée aujourd'hui. Desserrez ce frein à main. Nous avons plongé au cœur de la biologie de notre cerveau. Nous avons compris que notre esprit préfère parfois une souffrance familière à l'incertitude du changement, car la routine, même douloureuse, économise notre énergie. Mais il existe une autre stratégie d'évitement, tout aussi subtile et redoutable que notre cerveau utilise pour nous maintenir immobiles. C'est ce que j'appelle le brouillard mental. C'est ce moment où vous vous dites « je veux changer, je suis motivé, mais je ne sais pas par quoi ou par où commencer. Tout est si flou. » Ou alors, vous avez l'habitude de vous dire « j'ai tellement d'idées que je m'y perds. Je ne sais pas quelle est la bonne direction. » Aujourd'hui, nous allons dissiper cette brume. Nous allons voir que le manque de clarté n'est pas un problème de capacité, mais un piège psychologique. Et nous allons apprendre à tracer un chemin limpide là où tout semblait obscur. Le philosophe romain Sénèque écrivait il y a plus de 2000 ans une phrase d'une justesse absolue et qui a encore de l'écho aujourd'hui. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Cette citation est souvent utilisée pour nous encourager à définir des objectifs. Mais si nous la lisons à l'envers, elle révèle une vérité psychologique fascinante. Si vous ne savez pas où vous allez, aucun vent ne peut vous pousser vers l'avant. Et c'est exactement ce que cherche notre peur. La vérité inconfortable est la suivante. Le flou est une armure. Tant que votre projet reste vague, tant que vous dites « je ne sais pas comment m'y rendre », vous êtes protégé. Si vous ne savez pas par lequel bout prendre le problème, vous ne pouvez pas commencer. Et si vous ne commencez pas, vous ne prenez aucun risque d'échouer, aucun risque d'être déçu ou d'être jugé par les autres.
Le cerveau adore ce brouillard mental parce que ça lui sert d'alibi parfait. Il vous permet de conserver l'image positive de quelqu'un qui veut avancer, qui veut commencer quelque chose, tout en restant confortablement sur place. Mais vivre dans le flou a un coût terrible. Cela génère une fatigue mentale chronique. Vous dépensez une énergie folle à tourner en rond dans votre tête, à penser à votre projet sans jamais le faire exister dans la réalité. Vous épuisez le moteur sans jamais passer la première vitesse. Pour sortir de ce brouillard, nous devons comprendre comment nous construisons nos projets. Lorsque nous pensons à un changement, nous commettons souvent l'erreur de regarder la montagne entière. Si vous voulez changer de métier, vous pensez immédiatement à démissionner, à refaire votre CV, à passer des entretiens, à passer un diplôme, à expliquer votre choix à votre famille, ou encore, vous pensez à gérer l'aspect financier. Devant cette avalanche de tâches massives, votre cerveau panique. Le paysage devient flou parce qu'il est trop vaste. L'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry écrivait: un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Et pour que ce plan soit efficace, il ne doit pas être un traité de stratégie en 50 pages. Il doit être découpé jusqu'à ce que la prochaine action devienne d'une simplicité enfantine. La clarté ne demande pas de savoir exactement où vous serez dans 5 ans. Elle demande simplement de savoir quel est le pas à faire dans les 5 prochaines minutes. Faites cette distinction cruciale. L'horizon est votre direction générale. Par exemple, votre objectif, c'est d'acquérir une meilleure forme physique. La brique, elle, est l'action immédiate et concrète. Par exemple, enfiler vos baskets. Si vous passez votre temps à regarder l'horizon en marchant, vous allez finir par trébucher sur la première pierre. Regardez l'horizon une fois pour choisir votre cap. Puis, baissez les yeux et concentrez-vous uniquement sur la brique qui est devant votre pied. Puisque nous voulons de la clarté, passons à la pratique avec un exercice que j'appelle le projecteur de poche. Imaginez que vous marchez dans une forêt en pleine nuit. Si vous essayez d'éclairer toute la forêt avec une petite lampe, vous n'y arriverez pas. Tout cela va rester sombre et effrayant. En revanche, si vous éclairez juste l'endroit exact où vous allez poser vos pieds pour les prochains pas, vous pouvez traverser la forêt entière pas à pas. Pensez aux projets qui vous préoccupent et qui vous semblent flous aujourd'hui. Posez-vous ces 3 questions très simples et notez vos réponses. Première question. Si je devais expliquer mon projet à un enfant de 8 ans en une seule phrase, que dirais-je? Cela vous oblige à éliminer le jargon et à aller à l'essentiel. Deuxième question. Quelle est la toute première action concrète que je peux faire en moins de 5 minutes pour lancer la machine? Par exemple, envoyer un message de 2 lignes ou ouvrir un document vierge. À quel moment précis, troisième question, à quel moment précis de ma journée vais-je faire cette action? Associez votre action à une heure ou à une habitude existante. En répondant à ces 3 questions, vous réduisez la taille de la forêt à la taille d'un seul pas. Le brouillard ne disparaît pas entièrement du paysage, certes, mais il s'écarte juste assez pour vous laisser avancer. La clarté n'est pas un don du ciel, c'est un choix. En acceptant de découper vos ambitions gigantesques en petits morceaux indigestes, vous reprenez le contrôle sur le brouillard mental. Vous n'avez plus besoin de tout savoir pour avancer, ni même commencer. Il vous suffit d'éclairer le pas suivant. Nous allons maintenant désamorcer les 3 plus grands verrous qui nous empêchent d'avancer. La friction interne, le confort de la souffrance familière et le piège du flou artistique. Mais comment faire pour que ces prises de conscience ne s'évaporent pas dès que vous aurez éteint ce podcast? Comment transformer cette clarté en une force durable qui vous portera dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir? C'est ce que nous allons découvrir
Nous allons parler du pouvoir de l'élan, de la façon de célébrer les victoires invisibles et nous scellerons ensemble un engagement fort pour notre avenir. Prenez votre projecteur de poche, éclairez votre premier pas. Nous sommes arrivés donc au dernier chapitre de notre voyage d'aujourd'hui. Tout au long de cet épisode, nous avons levé le voile sur les véritables verrous qui nous paralysent. Nous avons compris que notre manque de temps ou d'argent n'est pas souvent qu'un paravent cachant nos frictions internes. Nous avons exploré la biologie de notre cerveau qui préfère la sécurité d'une souffrance familière à l'inconfort d'un territoire inconnu. Et nous avons vu comment dissiper le brouillard mental que nous créons inconsciemment pour éviter d'avoir à faire le premier pas. Mais il reste une dernière barrière à franchir. C'est sans doute la plus subtile, la plus paradoxale et la plus intime de toutes. Ce n'est pas la peur de l'échec, c'est au contraire la peur de réussir. C'est le vertige de devoir abandonner notre ancienne peau pour devenir la personne que nous sommes appelés à être. Je vous invite une fois de plus à vous installer confortablement pour ces quelques minutes qui nous restent. Ensemble, nous allons trouver le courage de franchir le dernier pan. Il y a un texte magnifique souvent attribué à Nelson Mandela lors de son discours d'investiture, mais écrit à l'origine par l'écrivaine Marianne Williamson, qui résume parfaitement ce paradoxe. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Prenez donc le temps de savourer ces mots. Pourquoi notre propre lumière fait-elle peur? Parce que briller, réussir, s'épanouir, cela demande une immense responsabilité. Tant que nous restons bloqués dans nos excuses de façade, tant que nous disons je n'ai pas le temps ou c'est trop flou, nous sommes en sécurité. Nous avons un coupable tout trouvé pour justifier notre stagnation. Mais si nous levons le pied du frein, si nous dissipons le brouillard et que nous commençons enfin à avancer, que se passe-t-il? Nous n'avons plus d'excuses. Nous devenons pleinement responsables de notre vie, de nos victoires comme de nos revers. De plus, changer, c'est bousculer notre entourage. C'est risquer de ne plus correspondre à l'image de nos proches qui sont autour de nous. C'est accepter de faire des choix qui déplaisent. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche nous exhortait à relever ce défi à travers sa propre formule. Il disait « Deviens ce que tu es ». Pour Nietzsche, nous ne naissons pas avec une identité figée. Nous sommes une œuvre d'art en constante création. Devenir ce que l'on est, c'est avoir le courage de sculpter sa propre vie, de briser les chaînes du conformisme et de ne plus se cacher derrière de fausses impuissances. Avancer, ce n'est pas seulement acquérir de nouvelles compétences, c'est accepter aussi de dire adieu à notre ancien moi. Pour oser cette métamorphose, nous devons parfois dénouer ce que les psychologues appellent les loyautés invisibles. Inconsciemment, nous sommes souvent enchaînés à des scénarios de vie hérités de notre famille, de notre milieu social, de notre entourage, de nos amis et de nos échecs passés. On se dit parfois sans s'en rendre compte, dans ma famille, on a toujours eu du mal financièrement. Alors, pourquoi aurais-je le droit de réussir mon entreprise? Ou encore, on a l'habitude de dire, j'ai toujours été l'élève moyen, le timide de la bande. Je ne peux pas devenir ce leader qui prend le lead ou qui prend la parole avec assurance. Ces loyautés agissent avec des élastiques invisibles. Dès que nous commençons à avancer et à nous éloigner de notre zone de confort, qui peut être sociale ou émotionnelle, l'élastique se tend et nous ramène brutalement en arrière. C'est à ce moment précis que nous recréons du brouillard mental ou que nous serrons le frein à main de la procrastination. Donc, rompre ses loyautés ne signifie pas renier ses origines ou ses proches. Bien au contraire, c'est comprendre que
la meilleure façon d'honorer ceux qui nous aiment, c'est de déployer notre plein potentiel. En nous autorisant à briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Le changement n'est pas une trahison, c'est un cadeau que l'on fait au monde. Pour franchir ce dernier cap et désamorcer le vertige du changement, je vous propose un exercice d'écriture simple mais extrêmement libérateur. Je l'appelle le scénario de la transformation. Je vous invite à prendre un carnet et de répondre par écrit à ces 3 questions avec la plus grande honnêteté possible. Première question, qui vais-je déranger ou surprendre en réussissant mon projet? Identifiez clairement les regards ou les jugements que vous redoutez. Nommez-les pour leur enlever leur pouvoir invisible. Deuxième question, qu'est-ce que je perds en avançant? Oui, même dans le changement positif, il y a un deuil à faire. Peut-être perdez-vous le confort de vous plaindre ou un peu de temps libre. Acceptez cette perte. Troisième et dernière question, quel est le plus beau cadeau que ma réussite fera à mon entourage, à ma famille, à mes amis? Tournez votre regard vers l'extérieur. Visualisez comment votre épanouissement va inspirer, aider ou soulager ceux que vous aimez, vos amis, vos collègues, votre famille. En posant ces questions sur le papier, vous donnez à votre cerveau la clarté dont il a besoin pour comprendre que le changement n'est pas un danger de mort, mais une évolution naturelle et lumineuse. Notre 5e épisode touche à sa fin. Tout au long de ces 5 épisodes, nous avons exploré les chemins escarpés du démarrage. Nous avons compris que le premier pas est toujours le plus important et même plus important que le grand saut. Nous avons appris à utiliser la magie mathématique des petits pas et à automatiser nos efforts. Nous avons aussi brisé le mythe paralysant du moment parfait. Et aujourd'hui, nous avons démasqué les forces invisibles qui nous empêchent réellement d'avancer. Vous avez désormais toutes les clés en main. La route est libre, le brouillard est levé, le frein à main est desserré. N'oubliez pas cette formule qui nous guide depuis le début. Demain commence aujourd'hui. Le futur n'est pas une fatalité que l'on attend passivement. C'est une page blanche que l'on écrit à l'encre de nos décisions, des décisions de notre moment présent. Votre vie de demain se dessine dans les choix que vous faites à l'instant présent. À l'instant présent même où ce podcast va s'arrêter. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre écoute et pour votre confiance tout au long de cet épisode. C'est toujours avec joie que je chemine avec vous. Si ce voyage vous a transformé, devenez à votre tour un passeur de lumière, un ambassadeur. Partagez ce podcast avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Laissez-nous un avis positif, 5 étoiles, pourquoi pas, sur vos plateformes d'écoute pour aider de nouveaux voyageurs, ceux qui sont encore dans le brouillard, à nous rejoindre. Prenez soin de vous, croyez en votre lumière et n'attendez plus. Faites ce pas. À très bientôt pour le prochain épisode.